Bonjour à vous. Quand on observe le monde vivant, on pourrait s'étonner que certains individus semblent agir contre leur propre intérêt. Comment comprendre en effet qu'une fourmi ouvrière, pourtant stérile, consacre toute sa vie à nourrir la colonie et à défendre le nid, parfois même jusqu'à la mort? Et pourquoi retrouve-t-on aussi, chez les êtres humains, des comportements comme l'attachement familial, la coopération ou même le sacrifice? De tels comportements relèvent-ils seulement de la culture et de l'histoire, ou ont-ils aussi une racine biologique? C'est à ce type de questions que le biologiste américain Edward Wilson a voulu répondre avec la sociobiologie, qu'il définit comme l'étude systématique des bases biologiques de tous les comportements sociaux. En 1975, dans un ouvrage intitulé La sociobiologie, puis 3 ans plus tard dans L'humaine nature, Wilson défend une idée simple en apparence, mais lourde de conséquences. Les comportements sociaux peuvent, eux aussi, être étudiés à la lumière de la théorie de l'évolution. Autrement dit, la vie en société n'échappe pas à l'histoire naturelle. Elle peut être pensée, au moins en partie, comme un produit de la sélection naturelle. Pour Wilson, il ne s'agit pas pour autant de nier le rôle de la culture, de l'éducation ou des institutions, ni de prétendre que tout serait écrit d'avance dans les gènes. Son propos est plus précis. De même que l'évolution a façonné des caractéristiques physiques, elle a pu aussi sélectionner certaines dispositions comportementales lorsqu'elles augmentaient directement ou indirectement les chances de survie ou de reproduction. L'exemple le plus frappant est celui des insectes sociaux, comme les fourmis, les abeilles ou les termites. Leur société repose sur une forte division du travail, une coopération massive, une défense collective et parfois un véritable sacrifice individuel au profit du groupe. Mais si la sélection naturelle favorise ce qui améliore le succès reproductif, comment expliquer que des individus stériles, comme les ouvrières, passent leur vie à aider les autres? L'une des réponses majeures apportées par la sociobiologie repose sur la théorie de la sélection de parentèle, élaborée par le biologiste britannique William Hamilton dans les années 1960, puis intégrée par Wilson dans une réflexion plus vaste sur le comportement social. L'idée est qu'un comportement peut être favorisé par l'évolution non seulement s'il aide directement l'individu, mais aussi s'il aide des proches parents porteurs d'une partie des mêmes gènes. Ainsi, même sans se reproduire elle-même, une fourmi ouvrière peut contribuer indirectement à la transmission de son patrimoine génétique en favorisant la reproduction de la colonie. Pour Wilson, cette théorie éclaire ce qu'il considère comme le paradoxe de l'altruisme. Un comportement qui paraît désintéressé n'est pas pour autant dépourvu de sens du point de vue de l'évolution. Il peut avoir été sélectionné parce qu'il favorise, indirectement, la transmission de gènes communs. Mais il faut ici poser une distinction importante. L'altruisme biologique n'est pas l'altruisme moral. En biologie, on parle d'altruisme lorsqu'un comportement coûte à l'individu qui l'adopte tout en bénéficiant à un autre. Cela ne dit rien en soi de l'intention consciente ni de la valeur éthique de l'acte. La sociobiologie explique des fonctions évolutives, mais elle n'explique pas encore à elle seule la générosité comme vertu, ni le devoir moral comme expérience vécue. Et c'est justement là que la réflexion devient philosophiquement délicate, surtout lorsque Wilson applique ce cadre à l'être humain. Car si certains comportements humains ont une histoire évolutive, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont moralement bons, ni même qu'ils sont inévitables. Expliquer n'est pas justifier, on ne peut pas déduire le devoir-être de l'être. Cette distinction est décisive, car la sociobiologie a pu donner lieu à certaines dérives idéologiques. D'abord, il s'agit d'éviter une confusion historique majeure avec Herbert Spencer et le darwinisme social. Spencer a transposé l'idée d'évolution au fonctionnement des sociétés humaines et il a popularisé la formule de la survie du plus apte. Or,
Chez lui, comme chez ses héritiers, on glisse souvent d'un constat descriptif à une prescription politique. Puisque la concurrence existerait dans la nature, il faudrait la laisser régner dans la société, et même accepter les inégalités comme si elles étaient naturelles. C'est précisément cette dérive que la réflexion philosophique doit refuser. La sociobiologie de Wilson a parfois été récupérée dans ce sens, mais elle ne s'y réduit pas. Une explication biologique des comportements n'autorise en effet jamais, à elle seule, une morale de la domination. En France, ce malentendu a profondément marqué la réception de la sociobiologie, que le grand public a souvent découverte à travers les écrits de la Nouvelle Droite, qui en proposait une lecture idéologique et tendait à en faire une justification de l'ordre social. Il faut aussi écarter un autre contresens fréquent. Dire qu'un comportement a une base biologique ne revient pas à dire qu'il est entièrement déterminé. Un gène n'est pas un destin. Chez l'être humain, aucun comportement ne dépend d'une seule cause. Il résulte toujours d'une interaction complexe entre dispositions héritées, éducation, langage, milieu social, institutions, histoire personnelle et réflexion consciente. Il est vrai que la culture n'efface pas la nature, mais il est tout aussi vrai que la nature n'abolit pas la liberté. On peut ajouter qu'une même conduite humaine relève de plusieurs niveaux d'analyse. Elle peut avoir une fonction évolutive possible, tout en possédant un sens vécu pour le sujet. Qu'un attachement parental ait pu être favorisé par la sélection naturelle n'efface pas ce qu'un parent éprouve pour son enfant. Qu'une coopération ait pu présenter un avantage adaptatif ne suffit pas à expliquer ce que signifie, pour une conscience humaine, la loyauté, la solidarité ou le devoir. L'explication biologique éclaire une origine possible, mais elle ne remplace ni la psychologie, ni la sociologie, ni la philosophie morale. Dès son apparition, la sociobiologie a donc suscité de fortes critiques. Certains lui reprochent son réductionnisme, comme si toute la richesse du social pouvait être ramenée à la logique des gènes. D'autres soulignent les risques idéologiques d'un tel discours, dans un contexte marqué par l'histoire du racisme scientifique, des dérives sexistes ou de l'eugénisme. Ces critiques sont sérieuses, elles doivent être prises en compte. Elles rappellent qu'une théorie scientifique portant sur l'humain doit toujours être maniée avec prudence et nuance, parce qu'elle peut facilement être transformée en justification politique ou morale. Que peut-on retenir alors de la sociobiologie ? Sans doute ceci. Elle a profondément renouvelé notre manière de penser le vivant en montrant que la sociabilité elle-même pouvait avoir une histoire naturelle. Elle a contraint les sciences humaines et la biologie à dialoguer autour d'une question décisive. Qu'est-ce qui, dans nos comportements, relève d'un héritage évolutif ? Et qu'est-ce qui dépend de la culture, des institutions et de l'histoire ? Les travaux d'Edward Wilson ont ainsi rouvert, sous une forme nouvelle, un problème philosophique ancien. Comment faire pour penser ensemble la nature et la liberté ? En définitive, la sociobiologie de Wilson est assurément une pensée ambitieuse et féconde, mais qui exige une vigilance constante. Son intuition centrale reste forte. Nous ne venons pas au monde sans héritage biologique. Mais la leçon la plus importante n'est pas celle d'un fatalisme. Comprendre ce que l'évolution a rendu possible ne signifie pas s'y soumettre. Et peut-être la liberté humaine commence-t-elle précisément là, dans la capacité à reconnaître les déterminations qui nous traversent afin de décider lucidement de ce que nous voulons en faire.